Le 12 août de l'an 30 avant notre ère, dans un palais d'Alexandrie encerclé par les légions romaines, Cléopâtre vivait quelque chose qu'elle ne revivrait jamais. Un dernier fragment de liberté. Dehors, le monde qu'elle avait gouverné pendant plus de 2 décennies s'effondrait sous le poids de l'avancée romaine. À l'intérieur, entre des murs de pierre et des couloirs silencieux, la dernière reine d'Égypte comprenait que le temps ne lui appartenait plus. La histoire se souvient souvent de cette fin comme d'une scène empreinte de romantisme. Une reine exotique, un geste final élégant, une mort transformée en légende. Mais cette image fut construite après coup, polie par les poètes et les vainqueurs. La réalité, bien plus sombre, commença comme une opération minutieusement conçue pour briser la volonté humaine. Il ne s'agissait pas d'un dénouement rapide ni digne, mais d'une attente prolongée, calculée, orchestrée par un homme qui comprenait le pouvoir comme un art de l'usure. Cet homme était Octave, le futur Auguste. Pour lui, Cléopâtre n'était pas seulement une ennemie vaincue. Elle était un symbole. Tant qu'elle serait en vie, sa victoire ne serait pas complète. Rome ne célébrait pas seulement les territoires conquis, elle célébrait les corps soumis, les couronnes abattues, les histoires réécrites en faveur du vainqueur. Et aucune histoire n'était plus utile que celle de la reine qui avait défié Rome en séduisant César et Marc-Antoine. Alexandrie, en ces jours-là, n'était plus le joyau de la Méditerranée. C'était une ville assiégée, surveillée, transformée en scène d'une transition brutale. Les drapeaux romains flottaient là où régnaient auparavant les étendards ptolémaïques. Les couloirs du palais résonnaient de pas étrangers. Cléopâtre le savait. Le siège n'était pas seulement militaire, il était psychologique. Chaque heure qui passait réduisait ses options, resserrait le cercle invisible autour de son esprit. Contrairement à ce que suggère la légende, Cléopâtre n'était pas une femme dominée par l'impulsion. Elle avait été éduquée en philosophie, en mathématiques, en rhétorique et en politique. Elle parlait plusieurs langues et comprenait mieux que quiconque la logique du pouvoir romain. C'est pourquoi, à ce moment décisif, elle ne pensa pas d'abord à fuir ni à se rendre, mais à calculer. Que cherchait réellement Octave? Quel rôle lui réservait-il dans le nouvel ordre qui naissait? La réponse était inquiétante. À Rome, les rois vaincus ne disparaissaient pas en silence. Ils étaient exhibés, transformés en avertissements, traînés devant les foules pour confirmer qu'aucun pouvoir, aussi ancien ou sacré soit-il, ne pouvait résister à l'Empire. Pour une femme qui s'était présentée comme l'incarnation vivante d'Isis, cette perspective n'était pas seulement une défaite politique, c'était une annihilation symbolique. Alors que le monde extérieur se refermait sur elle, Cléopâtre comprit que sa véritable bataille ne serait pas contre les légions, mais contre le temps et la manipulation. Octave n'avait pas besoin de la toucher pour la vaincre. Il suffisait d'attendre, de promettre, de menacer indirectement. Il suffisait de la laisser respirer suffisamment longtemps pour que l'espoir se transforme en torture. Ce fut le véritable début de ces derniers jours. Non pas une mort soudaine, mais un enfermement mental prolongé. Une descente silencieuse vers une décision qui ne pouvait plus être évitée, mais qui n'était pas encore écrite. Pour comprendre comment Cléopâtre en arriva à ce point de non-retour, il faut remonter quelques semaines en arrière et observer le moment exact où son monde politique s'effondra définitivement. Le 1er août de l'an 30 avant notre ère, Marc-Antoine, son allié et compagnon de pouvoir, reçut une information qui allait tout changer. Un message soigneusement fabriqué affirmait que Cléopâtre n'était plus en vie. Ce n'était pas vrai, mais cela suffit. Défait militairement, isolé et convaincu d'avoir tout perdu, Marc-Antoine agit en suivant le code d'honneur romain qui avait marqué sa vie. Ce ne fut pas un geste impulsif, mais la réponse d'un homme qui croyait avoir failli à Rome, à sa cause et à la femme à laquelle il avait uni son destin. Cependant, le dénouement ne fut pas immédiat. Le temps, une fois de plus, devint un instrument cruel. Pendant que sa force s'éteignait lentement, Cléopâtre fut informée de ce qui s'était passé. Elle ne réagit pas avec panique, mais avec une urgence contrôlée. Elle ordonna qu'on le transporte au mausolée qu'elle avait elle-même fait construire quelques mois auparavant. Une structure fortifiée conçue non seulement comme une tombe, mais aussi comme un dernier refuge.
Cette édification aux murs épais et à l'unique entrée scellée de l'intérieur représentait son dernier espace d'autonomie. Le transfert fut une scène chargée de symbolisme. Marc-Antoine, qui avait été l'un des hommes les plus puissants du monde méditerranéen, dut être hissé avec des cordes jusqu'à une fenêtre supérieure, incapable de se soutenir lui-même. Il n'y eut ni discours héroïque, ni cérémonie publique. Seulement le silence, le poids de l'échec et la certitude que l'ordre ancien était en train de disparaître. Il mourut peu après, dans les bras de Cléopâtre. Selon les récits recueillis plus tard, ses dernières paroles ne furent pas de défaite, mais de mémoire. Il lui demanda de ne pas regretter sa chute, mais de se souvenir qu'il avait vécu avec puissance et qu'il tirait sa révérence avec dignité. Pour Cléopâtre, cet instant scella bien plus qu'une perte personnelle. Il marqua la fin de toute possibilité de réelle négociation avec Rome. À partir de ce moment, Cléopâtre resta enfermée dans le mausolée aux côtés du corps de Marc-Antoine et de deux de ses servantes les plus fidèles, Iras et Charmion. Dehors, les forces d'Octave consolidaient leur domination sur Alexandrie. Dedans, l'air se chargeait d'une certitude inconfortable. La reine n'était plus une souveraine en guerre, mais une prisonnière potentielle. Cléopâtre connaissait trop bien la tradition romaine. Elle savait quel destin attendait les monarques vaincus. Ce n'était pas une fin discrète ni clémente, c'était une exhibition publique conçue pour humilier et avertir. Pour quelqu'un qui avait bâti son autorité en mélangeant politique et sacralité, cette perspective était insupportable. Ce fut alors qu'elle commença à envisager sérieusement une issue définitive. Non pas comme un acte de désespoir, mais comme un dernier geste de contrôle. Cependant, ce qu'elle ignorait encore, c'est qu'Octave avait exactement anticipé cette pensée, et que, loin de lui permettre de décider de sa fin, il préparait quelque chose de beaucoup plus prolongé et dévastateur. L'enfermement dans le mausolée n'était pas la fin de l'histoire. Ce n'était que l'antichambre d'une stratégie plus vaste, où la patience et la manipulation remplacèrent les armes visibles. Enfermée dans le mausolée, Cléopâtre comprit avec une clarté douloureuse que la guerre ne se menait plus sur les champs de bataille. Les légions romaines n'avaient là que pas besoin d'abattre les murs pour la vaincre. Il suffisait de l'isoler, de la laisser faire face à sa propre connaissance du monde romain. Elle savait ce que signifiait survivre à une défaite face à Rome. Ce n'était pas la miséricorde qui attendait les vaincus, mais un rituel soigneusement conçu pour effacer toute grandeur passée. Dans la tradition romaine, le triomphe ne se complétait pas par la victoire militaire. Il exigeait un spectacle. Les ennemis les plus importants devaient être montrés vivants, réduits à des symboles de soumission. Rois et reines marchaient enchaînés devant des foules, qui célébraient leur chute. Ensuite, quand les applaudissements s'éteignaient, le destin se refermait en silence. Cléopâtre n'ignorait pas cette séquence. Elle l'avait étudiée. Elle l'avait vue appliquée à d'autres. Et maintenant, elle comprenait qu'elle était destinée à occuper ce rôle. Pour une femme qui s'était présentée à son peuple comme l'incarnation d'Isis, la déesse vivante qui garantissait l'ordre et la fertilité, cette humilité était inconcevable. Il ne s'agissait pas seulement de perdre le pouvoir, mais d'être dépouillé de son identité sacrée. Dans son esprit, être exhibée à Rome équivalait à nier tout ce qu'elle avait été. Pire encore, cela signifiait permettre à Octave d'écrire le dernier chapitre de son histoire. C'est pourquoi, presque immédiatement, elle commença à envisager une décision extrême. Non pas comme un acte impulsif, mais comme une manière de préserver le seul espace de souveraineté qui lui restait, le contrôle sur sa propre fin. Cependant, cette possibilité ne passa pas inaperçue pour son adversaire. Octave comprenait bien Cléopâtre. Il savait que son intelligence et son orgueil la pousseraient à chercher une issue qui échapperait à l'humiliation publique. Loin de précipiter les événements, il décida d'agir avec patience. Il avait besoin de la reine vivante. Sans elle, sa victoire serait incomplète, privée de l'image la plus puissante qu'il pouvait offrir au peuple romain. Un triomphe sans Cléopâtre serait un récit imparfait. C'est pourquoi, avant de recourir à la force, il choisit un outil plus subtil, la négociation apparente. Quelques jours après la mort de Marc-Antoine, il envoya son commandant Cornelius Gallus au mausolée. Le message était soigneusement ambigu. Si Cléopâtre se rendait pacifiquement, sa vie et sa sécurité seraient des garanties.
Il fut même sous-entendu qu'elle pourrait conserver une position d'autorité sous supervision romaine. C'étaient des mots conçus pour ouvrir une brèche dans sa détermination. Cléopâtre écouta attentivement, mais sans illusion. Elle savait que ses promesses n'avaient pas de valeur réelle. Rome ne partageait pas le pouvoir, elle l'absorbait. Cependant, Gallus ajouta un élément qui perturba complètement l'équilibre émotionnel de la reine. Il parla de ses enfants. Il mentionna leurs noms. Il suggéra, sans le dire ouvertement, que leur destin était lié aux décisions de leur mère. Ce ne fut pas une menace explicite, ce n'était pas nécessaire. Cléopâtre comprit le message avec une précision terrible. Tant qu'elle resterait en vie et coopérerait, ses enfants auraient une chance. Si elle choisissait de disparaître, les conséquences retomberaient sur eux. À cet instant, sa liberté de choix se réduisit drastiquement. Le mausolée, qui avait été conçu comme un refuge, commença à ressembler à une cellule mentale. Cléopâtre ne décidait plus seulement pour elle-même. Elle était prise entre sa dignité et la survie de sa lignée. Octave avait réussi exactement ce qu'il cherchait, la retenir, non pas avec des chaînes visibles, mais avec un doute impossible à résoudre. Ce doute ne se résolut ni en heures ni en jours. Il s'étendit comme une ombre pendant près de 2 semaines. Tandis que Cléopâtre restait enfermée dans le mausolée, prise entre la loyauté envers sa propre identité et la peur pour le destin de ses enfants, Octave avançait sans hâte sur Alexandrie. La ville, qui pendant des siècles avait été un centre de savoir et de richesse, se transforma en une pièce de plus de la machine romaine. Les soldats n'agirent ni dans le chaos ni le désordre. Tout fut fait de manière méthodique. Le palais royal fut fouillé pièce par pièce, comme s'il s'agissait d'un inventaire. Les trésors accumulés par des générations de la dynastie ptolémaïque furent classifiés, notés et préparés pour leur transfert. Ce n'était pas un pillage impulsif, mais une appropriation planifiée. Rome ne se contentait pas de conquérir des territoires, elle absorbait des symboles. Les registres administratifs qui ont survécu révèlent l'ampleur de cette opération. Or, objets rituels, tapisseries, manuscrits et œuvres d'art furent retirés avec une précision quasi bureaucratique. L'Égypte, le royaume qui avait alimenté pendant des siècles l'économie de la Méditerranée, devint une source directe de financement pour l'ascension politique d'Octave. Chaque objet retiré était un signal clair pour Cléopâtre. Son monde était déjà en train d'être partagé sans elle. Depuis l'intérieur du mausolée, la reine ne pouvait pas voir le mouvement des troupes, mais elle le sentait. Le silence devenait plus lourd chaque jour. Les provisions commençaient à diminuer. L'air devenait dense. Et par-dessus tout, l'attente se transformait en une forme de pression constante. Octave comprenait que le temps, dans ces circonstances, était une arme plus efficace que toute attaque frontale. Quand les promesses ne réussirent pas à la briser, il changea de stratégie. Il ordonna que des travaux commencent autour du mausolée. Des structures temporaires commencèrent à s'élever devant ses murs. Non dans le but immédiat d'entrer, mais pour rendre visible une menace. Chaque coup d'outil était un rappel que ce refuge n'était pas imprenable, que la protection qu'elle avait planifiée avait une limite. Pendant la journée, les bruits de la construction résonnaient sans répit. La nuit, les patrouilles romaines encerclaient le périmètre, conversant dans une langue que Cléopâtre comprenait parfaitement. Ce n'était pas un oubli. C'était une forme de présence constante, une manière de lui dire qu'elle n'était jamais seule, que chacun de ses mouvements était observé, anticipé. À l'intérieur, la situation se détériorait. Le corps de Marc-Antoine, malgré les soins, devenait un rappel physique du passage du temps. La reine commençait à sentir comment son contrôle s'érodait lentement. Même ainsi, elle ne cédait pas. Elle savait qu'Octave testait ses limites, mesurait sa résistance. Ce que Cléopâtre ignorait, c'est que son adversaire avait une longueur d'avance. Ses informateurs avaient suivi de près chaque préparation, chaque précaution qu'elle avait prise les mois précédents, même celles qui n'étaient pas destinées à une guerre visible. Dans ce jeu silencieux, Octave ne cherchait pas une victoire rapide. Il cherchait une victoire totale, une où son ennemi arriverait au final épuisé, sans option et surtout, sans réel choix. L'attente continuait,
Et chaque jour qui passait, la pression devenait plus précise, plus calculée, plus difficile à supporter. Dans ce climat d'usure silencieuse, Cléopâtre commença à comprendre que le véritable objectif d'Octave n'était pas de forcer une reddition immédiate, mais d'éroder sa capacité de décision. Chaque journée passée dans le mausolée était une épreuve de résistance mentale. Le bruit extérieur, la diminution des provisions et la certitude que son royaume était déjà administré par d'autres agissaient comme une pression constante, invisible mais implacable. Ce fut alors qu'un autre élément devint central dans sa pensée, le savoir. Pendant des années, Cléopâtre avait cultivé des connaissances qui dépassèrent la politique. Elle avait étudié la médecine, la botanique et les traditions pharmacologiques d'Égypte. Cet intérêt n'était pas un passe-temps. Dans son monde, le savoir était une forme de pouvoir, et maintenant, ce pouvoir devenait une issue possible. Parmi les objets qu'elle avait emportés au mausolée se trouvaient des substances soigneusement sélectionnées. Ce n'étaient pas des instruments de violence, mais les résultats d'observations et d'études. Cléopâtre avait passé du temps à comprendre comment certaines combinaisons pouvaient induire une fin rapide, silencieuse, sans dramaturgie visible. Pour elle, il ne s'agissait pas de fuir, mais de préserver sa dignité face à un destin que d'autres voulaient lui imposer. Cependant, Octave n'était pas étranger à ces préparatifs. Ses informateurs, infiltrés dans l'entourage palatial pendant des mois, avaient transmis des détails sur les intérêts médicaux de la reine. Il savait que, s'il n'agissait pas avec prudence, Cléopâtre pourrait devancer ses plans. C'est pourquoi il décida d'intensifier le contrôle psychologique par un mouvement calculé. Le message arriva de manière indirecte, mais dévastatrice. On l'informa que son fils aîné, Césarion, avait été intercepté alors qu'il tentait de fuir. Il n'y eut pas de détails exhaustifs, il n'en fallut pas. La simple suggestion suffit à briser quelque chose en elle. En réalité, l'information n'était pas vraie. Césarion était encore en fuite, mais la véracité n'était pas pertinente. Les faits, lui, l'étaient. À partir de ce moment, ceux qui étaient des proches de Cléopâtre décrivirent un changement profond. Elle ne réagit ni par des cris, ni par des supplications. Elle sombra dans un silence prolongé. Elle passait des heures immobile, regardant les murs de pierre comme si elle tentait d'y lire un avenir qu'elle ne pouvait plus contrôler. La stratégie avait fonctionné. Octave avait réussi ce qu'il cherchait, la paralyser. Peu après, l'étape suivante fut exécutée avec rapidité. Les forces romaines forcèrent l'accès au mausolée. Ce ne fut pas une entrée chaotique, mais précise. Les barrières furent retirées et les servantes désarmées, sans tapage. Cléopâtre comprit, en quelques secondes, que cet espace ne lui appartenait plus. Privée de ses dernières ressources et transférée sous escorte, elle fut ramenée au palais qu'elle avait gouverné. L'ironie était cruelle. Ce n'était plus un centre de pouvoir, mais une résidence surveillée. Chaque geste était observé, chaque mouvement enregistré. Il ne s'agissait pas seulement de l'empêcher de prendre une décision définitive, mais de lui rappeler minute après minute que sa volonté était administrée par d'autres. Ainsi commençait une nouvelle phase de sa captivité. Non pas entre des murs fortifiés, mais sous une surveillance constante qui transformait le quotidien en une forme de soumission. Octave avait réussi quelque chose de fondamental, la maintenir en vie sans lui rendre le contrôle. Et dans cet état, l'attente se transforma en la plus dure des épreuves. Le palais, désormais occupé par les forces romaines, devint le théâtre le plus raffiné de l'humiliation. À première vue, rien ne ressemblait à une prison. La chambre assignée à Cléopâtre était spacieuse, bien éclairée, avec un mobilier digne d'une reine. Mais ce confort n'était qu'une façade. 2 gardes restaient dans la pièce jour et nuit. Ils ne surveillaient pas la porte de l'extérieur, ils observaient de l'intérieur. Chaque geste, chaque silence, chaque respiration restait exposée. L'absence d'intimité fut un outil soigneusement choisi. Cléopâtre, qui avait gouverné depuis la distance rituelle du pouvoir, se retrouva réduite à une présence constamment observée. Ce n'était pas une mesure improvisée pour la protéger. C'était une méthode pour éroder son identité. Le message était clair. Même son corps ne lui appartenait plus tout à fait. En ces jours-là, le contrôle devint méticuleux. La nourriture était goûtée avant d'arriver à ses mains. Les objets personnels furent retirés ou inspectés. Les rituels quotidiens, qui affirmaient autrefois sa condition sacrée, furent dépouillés de tout symbolisme.
La reine comprit qu'Octave ne cherchait pas sa souffrance physique. Il cherchait quelque chose de plus profond, l'acceptation silencieuse de la défaite. Le 15 août, Octave décida de lui rendre visite. Il n'entra pas avec arrogance ni avec des gestes théâtraux. Il le fit avec une courtoisie étudiée, accompagné d'officiers qui restèrent silencieux. Cléopâtre se leva en le voyant et, suivant une ancienne coutume, s'inclina devant lui. Elle resta ainsi de longs instants. Octave ne se pressa pas de la relever. Il laissa le temps marquer la différence entre celui qui commande et celle qui attend. La conversation qui suivit fut presque administrative. Il parla de l'avenir de l'Égypte comme s'il s'agissait d'une réorganisation nécessaire. Il mentionna les impôts, les garnisons, les accords. Son ton était serein, même aimable. Un instant, Cléopâtre put penser qu'il existait une possibilité de coexistence. Mais cette illusion s'évanouit à la fin de la rencontre. Avec le même calme, Octave mentionna son départ pour Rome et expliqua qu'elle ferait partie de son cortège triomphal. Il ne le présenta pas comme une menace, mais comme un fait, comme une décision déjà prise. Le peuple romain, dit-il, serait fasciné de voir la célèbre reine d'Égypte. Ces mots scellèrent à la vérité qui était restée implicite depuis le début. Tout ce qui précède, les promesses, la surveillance, l'apparente considération, n'avait eu qu'un seul but, la maintenir en vie jusqu'à ce moment. Cléopâtre comprit alors qu'il n'y aurait pas de véritable clémence. Son destin était de devenir une image publique, un avertissement ambulant. Son histoire, réduite à un symbole contrôlé par d'autres. À partir de ce jour, tout espoir de négociation disparut. Sans moyen visible pour décider de sa fin et sous une surveillance constante, Cléopâtre fut confrontée à une réalité extrême. Elle tenta de résister en cessant de s'alimenter, mais cette forme de protestation fut rapidement neutralisée par des avertissements indirects liés à ses enfants. Même son affaiblissement devait rester dans des limites acceptables. Le pouvoir romain n'avait pas besoin de presser les choses. Cléopâtre était exactement là où Octave la voulait, vivante, surveillée et consciente que le temps avançait vers un dénouement conçu par d'autres. Cependant, au milieu de cette apparente impuissance, la reine conservait encore quelque chose qui ne pouvait être confisqué facilement, sa capacité d'observer, d'apprendre et d'attendre le moment opportun. Car même dans l'enfermement le plus contrôlé, l'esprit restait un territoire difficile à conquérir entièrement. Les jours suivants furent un exercice systématique d'usure. Cléopâtre parlait à peine. Elle dormait peu. Elle rejetait les ornements qui définissaient autrefois son image publique et s'habillait toujours de sombre, comme si elle était déjà en deuil d'elle-même. Les médecins assignés rapportaient que son corps s'affaiblissait, mais son esprit restait alerte. Octave ne voulait pas qu'elle meure. Il voulait qu'elle résiste suffisamment pour remplir sa fonction finale. Parmi ceux qui la surveillaient se trouvait Olympos, le médecin chargé de superviser son état. Contrairement aux soldats, il ne s'approchait pas avec méfiance, mais avec une curiosité professionnelle. Cléopâtre le perçut immédiatement, et elle comprit que, dans un environnement où presque tout lui avait été arraché, la conversation pouvait devenir un outil. Elle ne le séduisit ni par des gestes ni par des promesses. Elle le fit par des mots. Pendant de longues heures, elle parla avec lui de plantes, de remèdes anciens, de traditions médicales égyptiennes et grecques. Ce n'étaient même pas des discussions improvisées. Cléopâtre possédait une connaissance réelle et profonde, acquise au fil d'années d'études. Olympos, flatté par l'attention d'une figure légendaire, commença à partager des détails techniques, des observations et des cas qu'il avait rencontrés au cours de sa carrière. Ainsi, sans éveiller de soupçons, Cléopâtre reconstruisit une carte invisible. Elle apprit quelles substances pouvaient passer inaperçues, quelles réactions étaient confondues avec des causes naturelles, quels éléments quotidiens ne provoquaient pas d'alarme. Elle ne cherchait pas quelque chose d'immédiat. Elle cherchait une possibilité qui ne pourrait pas être bloquée par la surveillance romaine. Pendant ce temps, Octave croyait avoir fermé toutes les issues. Les objets avaient été retirés, la nourriture contrôlée, les visites limitées. Le corps de Cléopâtre était sous garde, mais son esprit continuait d'explorer. La reine avait compris une vérité fondamentale. Lorsque le pouvoir élimine les options évidentes, il ne reste que les improbables. L'opportunité se présenta sous la forme d'une demande apparemment innocente.
Cléopâtre demanda la permission de visiter le lieu où Marc-Antoine avait été provisoirement enterré. Elle argua qu'elle souhaitait lui faire ses adieux avant de partir pour Rome. C'était une requête soigneusement calculée. La lui refuser aurait été offensant même selon les standards romains, où les rites funéraires avaient un poids symbolique considérable. Octave hésita, non par compassion, mais par prudence. Finalement, il accorda l'autorisation sous stricte escorte. Chaque objet que Cléopâtre emporterait fut vérifié. Fleurs, offrandes, récipients. Rien ne semblait déplacé. Le contrôle était exhaustif. Pourtant, quelque chose échappa à sa prévision. Dans le mausolée entouré de fleurs funéraires, Cléopâtre trouva ce dont elle avait besoin. Non pas un objet caché, mais quelque chose de commun, d'ornemental, invisible aux yeux de ceux qui ne savaient pas regarder. Les plantes, placées comme symbole de deuil, cachaient une possibilité que seul quelqu'un possédant ces connaissances pouvait reconnaître. Pendant des heures, elle resta là, pleurant, parlant à voix basse, accomplissant les gestes attendus d'une veuve vaincue. Les gardes, émus par la scène, s'éloignèrent suffisamment pour lui accorder un bref espace d'intimité. Ce fut dans cette marge minimale que la reine agit avec calme et détermination. Il n'y eut pas de dramatisme. Il n'y eut pas de geste visible. Juste une décision exécutée avec précision, en silence, comme tout ce qu'elle avait appris à faire ces derniers jours. Quand vint le moment de retourner au palais, Cléopâtre marcha sans difficulté apparente. Personne ne soupçonna rien. Elle avait réussi ce qui semblait impossible, récupérer pour un instant final le contrôle sur son destin. Le trajet de retour au palais se déroula sans incident visible. Cléopâtre avançait d'un pas ferme, accompagnée de l'escorte, gardant le geste serein qu'elle avait appris à maîtriser dès sa jeunesse. Intérieurement, cependant, chaque minute prenait un poids différent. Ce n'était pas de la hâte qu'elle ressentait, mais une concentration absolue. Elle savait que tout signe précipité pouvait altérer l'issue qu'elle avait choisie avec tant de soin. Arrivée dans ses appartements, elle demanda à se reposer. Personne ne le questionna. Son état avait été fragile pendant des jours et la fatigue semblait une explication suffisante. Iras et Charmion, ses servantes les plus fidèles, comprirent immédiatement que quelque chose avait changé. Elles ne posèrent pas de questions. La communication entre elles n'avait plus besoin de mots. Des regards et des gestes minimes suffirent à confirmer l'inévitable. Cléopâtre s'allongea, non pas comme une prisonnière résignée, mais comme une reine qui se prépare à un dernier acte de cohérence. Elle demanda qu'on lui apporte les vêtements qu'elle avait réservés pour les occasions solennelles. Elle ne cherchait pas l'ostentation, mais la continuité. S'habiller ainsi était une manière d'affirmer que son identité n'avait pas été annulée par la surveillance ni par l'attente. C'était un rappel silencieux de qui elle avait été et de qui elle restait à cet instant. Le temps commença à se dilater. La respiration devint plus lente. La lucidité, étrangement nette. Cléopâtre n'exprima ni peur ni douleur. Son esprit semblait parcourir, avec un calme inquiétant, les années de gouvernement, les décisions prises, les erreurs et les alliances, non pas comme un jugement, mais comme une clôture. Autour d'elle, Iras et Charmion restaient attentives, conscientes qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Quand elles comprirent que la fin approchait, elles prirent leur propre décision. Non par obligation, mais par loyauté. Dans un monde où presque tout avait été arraché, elles choisirent d'accompagner leur reine jusqu'à la dernière limite. Leur geste ne fut ni bruyant ni théâtral. Il fut intime, contenu, cohérent avec le silence qui avait dominé ces jours. La découverte eut lieu plus tard, quand l'absence de mouvement éveilla des soupçons. En entrant, les gardes trouvèrent une scène soigneusement agencée. Cléopâtre gisait immobile, vêtue comme au jour de cérémonie. Iras était à proximité, déjà sans force. Charmion, encore consciente, accomplit un dernier geste avant de rendre son dernier souffle. Elle ajusta la couronne sur la tête de sa maîtresse, s'assurant qu'elle restait en place. Quand on lui demanda si cela était bien fait, elle répondit d'une voix ténue qui traversa le temps.
que c'était digne de quelqu'un descendant de tant de rois. Ensuite, le silence occupa entièrement la pièce. Octave fut informé immédiatement. Sa réaction oscilla entre la frustration et une admiration qu'il ne se permit pas de reconnaître en public. Il avait perdu le symbole central de son triomphe. La reine avait échappé à l'exhibition qu'il avait si soigneusement planifiée. Cependant, le pouvoir pouvait encore contrôler le récit. Les explications officielles parleraient ensuite de symboles commodes et de fins stylisées. La vérité, plus discrète et moins confortable, serait enterrée sous des couches de versions et de légendes. Cléopâtre n'avait pas disparu comme un mythe romantique, mais comme une femme qui, privée d'options visibles, choisit la seule forme d'autonomie qui lui restait. Avec son départ, non seulement une vie se terminait, mais aussi une ère. Et bien que Rome avançât pour écrire sa propre histoire, il y eut quelque chose qu'elle ne put confisquer entièrement. La décision finale d'une reine qui refusa d'être réduite à un trophée. La mort de Cléopâtre ne fut pas la fin que Rome avait prévue, mais elle fut le début d'une histoire soigneusement reconstruite. Privé de sa pièce maîtresse, Octave réagit rapidement. Il ordonna des examens, des consultations, des comparaisons. Il ne cherchait pas à la comprendre, mais à contrôler les conséquences. L'ambiguïté de l'issue était dangereuse. Une reine qui meurt sous la garde romaine pouvait devenir une ombre gênante pour le pouvoir. Ce fut alors qu'une version plus commode émergea. Une image symbolique, facile à retenir, chargée d'exotisme. Un récit capable de transformer un échec politique en une scène quasi poétique. La fin de Cléopâtre commença à être racontée comme un geste élégant, enveloppé d'un symbole ancien, quelque chose qui correspondait mieux à l'imagination collective que la vérité silencieuse d'une femme encerclée, surveillée et privée d'options visibles. Cette version ne naquit pas du hasard. Elle servait Rome. Elle transformait une défaite narrative en une légende contrôlée. Un symbole remplaçait une responsabilité. Et avec le temps, cette histoire fut répétée, amplifiée et ancrée dans la mémoire culturelle par des écrivains et des dramaturges qui n'avaient jamais vu Alexandrie, ni compris la portée réelle de ces jours. Mais derrière le mythe persistait une autre réalité. Cléopâtre ne mourut pas comme un personnage romantique, mais comme un être humain soumis à une stratégie d'usure psychologique. Ses derniers jours ne furent pas une scène théâtrale, mais une séquence de privation calculée. On lui arracha le pouvoir, l'intimité, le contrôle du temps et pendant des semaines, même le droit de décider. Octave comprenait quelque chose qui continuerait de se répéter des siècles plus tard. La domination la plus efficace n'a pas toujours besoin d'une force visible. Il suffit parfois d'administrer l'espoir, de doser la peur et de retarder les décisions d'autrui jusqu'à ce que la volonté se brise. Cléopâtre fut victime de cette méthode, non pas d'un emportement, mais d'un système. Quand Octave défila à Rome, le public applaudit une victoire qu'il ne connaissait pas en profondeur. Il vit une image, pas un processus. Il célébra la fin d'une ennemie sans savoir qu'en réalité, il avait assisté à la défaite d'une femme face à une machinerie de pouvoir qui ne tolérait pas les fins choisies. Cléopâtre avait 39 ans quand elle mourut. Elle avait régné pendant plus de 2 décennies. Elle avait négocié avec les hommes les plus puissants de son temps et avait maintenu un royaume en équilibre entre culture, langue et Dieu. Sa fin ne fut pas une reddition. Ce fut un refus conscient de devenir un objet public. La leçon que laisse son histoire n'appartient pas seulement au monde antique. Elle nous rappelle que la cruauté ne se manifeste pas toujours de manière évidente. Parfois, elle se présente comme l'ordre, comme l'attente, comme une promesse reportée. Et quand ces stratégies sont oubliées, nous risquons de les répéter, convaincus que la violence n'existe que lorsqu'elle laisse des marques visibles. Cléopâtre ne fut pas simplement une reine vaincue, ce fut une femme dépouillée de tout, sauf de sa capacité à décider au dernier instant. Et dans ce geste silencieux, inconfortable pour les vainqueurs, elle laissa une empreinte qu'aucune légende ne put effacer complètement.